J'en termine ici avec cette évocation d'Étienne Morin, et je voudrais simplement vous proposer une conclusion très brève qui est surtout une ouverture. Je pense qu'Étienne Morin n'est pas le personnage clé, fondamental, qui a tout révolutionné dans la franc-maçonnerie française de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, comme le dit parfois Alain Bernet. Je pense qu'il y a eu d'autres Étienne Morin. Quand on étudie les personnages qui ont agité la première Grande Loge de France entre 1760 et 67, et dont beaucoup se sont retrouvés dans le premier Grand Orient de France au début des années 70, on s'aperçoit que beaucoup d'entre eux ont eu des actions, ont conduit des actions au moins aussi importantes que celles de Morin. Ce qui a fait encore une fois la gloire de Morin, c'est qu'il soit parti au-delà des mers et qu'il ait été en quelque sorte le père naturel de ce qui est devenu plus tard le rite écossais ancien et accepté. Mais au-delà de cet aspect purement biographique lié à la personnalité de Morin, qui encore une fois est un maçon typique dont il existe plein d'autres exemples, moins célèbres, mais non moins actifs à la même époque. Au-delà de cet aspect purement biographique et personnel, le point qu'on peut souligner quand on étudie la carrière d'un Morin, c'est le point que j'ai mentionné à plusieurs reprises et sur lequel je veux simplement revenir pour finir. À savoir qu'il a existé une période extraordinairement féconde de la franc-maçonnerie française au XVIIIe siècle, on va dire de 1740 à 1770 à peu près, que moi je m'amuse à appeler les 30 glorieuses de la franc-maçonnerie française au XVIIIe siècle, où quasiment tous les grades que nous connaissons aujourd'hui dans les divers systèmes de la maçonnerie dans le monde entier ont été créés en l'espace de quelques années. Ces grades ne correspondaient pas à ce qu'on a appelé plus tard un rite. Ils ne s'identifiaient pas à une institution, à un pouvoir, à un organisme, à une juridiction, ni même à une grande loge. La distinction entre les grades bleus et les hauts grades ou grades écossais était extraordinairement floue. Tout était très perméable. Il était extrêmement habituel et reconnu par tout le monde de porter dans la loge des 3 premiers grades les décors du grade le plus élevé qu'on possédait. On ne vous disait pas « Ah mais non, il y a une barrière infranchissable entre les grades bleus et les hauts grades ». Ça n'existait pas. Vous auriez dit ça à un maçon du XVIIIe siècle français, il n'aurait pas compris de quoi vous vouliez lui parler. Et cette époque-là, elle est très intéressante parce qu'il y a eu, à partir des années 1770, et puis si on met la parenthèse liée à la Révolution au début du XIXe siècle, une normalisation de tout ça. C'est-à-dire que la période de fécondité s'est interrompue, les grades constituaient un patrimoine à peu près définitif, et il a fallu les organiser en rites soumis à la juridiction d'un certain nombre d'organismes ou de pouvoirs maçonniques. C'était une nécessité pour y voir clair, pour contrôler les filiations, pour faire que les choses se déroulent sans trop de heurts. En fait, on n'a pas empêché de multiples querelles maçonniques, mais c'est un autre sujet. Je veux simplement dire que l'intérêt du personnage d'Étienne Morin, au-delà d'Étienne Morin lui-même, c'est d'étudier ce milieu qui a été un milieu d'une prodigieuse créativité et qui a, à travers l'invention d'un nombre incroyable de grades, mis en place un patrimoine maçonnique qui, notamment en France, est, à cette époque-là, le patrimoine indivis de tous les maçons français qui ignorent superbement la distinction entre les maçons de rite français et les maçons de rite écossais. Eh bien, je pense que, évidemment, nous sommes dans une autre phase de l'histoire. Le train de l'histoire a passé, et donc la distinction des rites et des juridictions est pleinement légitime. Mais l'intérêt du regard historien, quand on se plonge dans cette période bénie du XVIIIe siècle français, c'est que l'origine de tout ça, c'est un patrimoine maçonnique qui appartient à tous les maçons, quelle que soit leur appartenance d'aujourd'hui. Et en ce sens, Étienne Morin est un très beau et très émouvant témoin de cette première période de l'histoire maçonnique française où il n'existait pas, au sein de l'univers maçonnique, de barrière institutionnelle.